21 éléphants marchant à travers le brutal soleil africain pour 12 heures d'affilée, à travers la brousse, à travers la poussière, à travers la chaleur. Personne ne les a guidés, personne ne les a appelés. Ils ont marché parce que d'une certaine manière ils savaient que l'homme qui avait sauvé leur vie venait de prendre son dernier souffle. Pensez à cela pour un moment. 21 éléphants sauvages, animaux qui pèsent entre 4 et 6 tonnes chacun, animaux qui n'avaient pas visité la maison de cet homme depuis plus d'un an et demi, animaux qui étaient à des kilomètres de distance, profondément dans la réserve, vivant leur vie, et pourtant, quelques heures après sa mort, ils ont commencé à bouger. Lawrence Anthony est mort le 2 mars 2012, une crise cardiaque, soudaine, sans avertissement. Il avait 61 ans. Sa femme, Françoise, a reçu l'appel à 7 heures du matin. Elle s'est effondrée. L'homme qu'elle avait aimé pendant 25 ans, l'homme qui l'avait convaincu de quitter Paris pour une ferme poussiéreuse dans la brousse africaine, était parti. 2 jours plus tard, elle était toujours dans sa chambre, en deuil, incapable de faire face au monde. Et puis, quelqu'un l'a crié d'en bas, « Ils sont ici ». Françoise s'est traînée jusqu'à la fenêtre, et ce qu'elle a vu, ce dont elle a été témoin, resterait avec elle pour le reste de sa vie. 21 éléphants, debout en silence, fixant la maison. Nana, la matriarche. La même éléphant dont Lawrence avait passé des années à gagner la confiance, se tenait à l'avant, ses yeux fixés sur Françoise, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Comment savait-il quelle connexion existait entre cet homme et ces éléphants qui transcendaient la distance, transcendaient les espèces, transcendaient la mort elle-même? Si des histoires comme celle-ci touchent votre cœur, des histoires sur les liens incroyables entre les humains et les animaux, alors vous avez trouvé votre place. Bienvenue à Wild Heart Stories. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi tout de suite. Je veux que vous appuyiez sur ce bouton d'abonnement, non pas parce que j'ai besoin des chiffres, mais parce que lorsque vous vous abonnez, vous devenez partie de quelque chose de plus grand. Vous devenez partie d'une communauté de gens qui croient vraiment que l'amour n'a pas d'espèce, que la connexion n'a pas de limite, que le lien entre un humain et un animal peut être tout aussi profond, tout aussi réel, tout aussi sacré que n'importe quel lien entre deux personnes. Chaque fois que vous vous abonnez, chaque fois que vous partagez une de ces histoires, vous aidez à propager ce message un peu plus loin. Vous aidez à rappeler au monde que les animaux ne sont pas seulement des créatures, ils sont de la famille, ils sont des amis, ils sont des professeurs et parfois, comme vous êtes sur le point de le découvrir, ils sont des endeuillés. Alors rejoignez-nous, faites partie de cette famille et je vous promets, l'histoire que je suis sur le point de vous raconter restera avec vous pour un très, très long moment. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là, pour vraiment comprendre pourquoi 21 éléphants sauvages ont marché 12 heures à travers la brousse africaine pour veiller à la maison d'un homme mort, vous devez revenir en arrière. En 1999, à l'appel téléphonique qui a tout changé. Au moment où Lawrence Anthony a pris une décision que tout le monde, et je dis bien tout le monde, lui a dit qu'elle était folle. Il a dit oui. Et ce seul mot, ce seul simple oui, mettrait en mouvement une histoire si incroyable que même maintenant, des années plus tard, j'ai encore du mal à croire que cela s'est réellement produit. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose avant que nous allions plus loin. Ceci est une histoire vraie. Tout ce que je suis sur le point de vous raconter est documenté. C'est vérifié. Cela s'est passé en Afrique du Sud, cela s'est passé à de vraies personnes, et cela a changé la façon dont le monde pense aux éléphants. Je ne vais pas l'embellir, je ne vais pas ajouter de drame là où il n'y en a pas. Je n'ai pas besoin de le faire parce que la vérité réelle, documentée, vérifiable est plus incroyable que tout ce que je pourrais jamais inventer. Lawrence Anthony était un homme réel. Il est né à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 1950. Son grand-père avait émigré d'Angleterre dans les années 1920 pour travailler dans les mines d'or.
Son père dirigeait une entreprise d'assurance. Lawrence a grandi en Rhodésie rurale, en Zambie, au Malawi, des endroits où la brousse africaine n'était pas une destination de vacances. C'était chez lui. C'était dans son sang. Et au milieu des années 1990, sa passion pour la nature sauvage africaine était devenue impossible à ignorer. Il a laissé le monde des affaires derrière lui, il a pris tout ce qu'il avait économisé et il a acheté une réserve de chasse de 5000 acres au Zululand, en Afrique du Sud. Il l'a nommé Tula Tula. En langue zoulou, ces mots signifient paix et tranquillité. Et Lawrence rêvait de créer exactement cela. Un endroit où les animaux pourraient vivre librement, un endroit où la nature sauvage pourrait rester sauvage. Mais le destin avait d'autres plans. En 1939, Lawrence a reçu un appel qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait sur les animaux, sur la conservation et sur lui-même. À l'autre bout de cet appel se trouvait une condamnation à mort. Et Lawrence Anthony, un homme sans expérience dans la manipulation d'éléphants sauvages, était le seul à vouloir l'arrêter. La femme au téléphone venait d'une organisation de protection des éléphants. Sa voix était urgente, presque désespérée. Il y avait un troupeau de 9 éléphants sauvages. Ils avaient vécu dans une réserve de chasse à environ 600 miles de là, dans le même Mpumalanga, mais ces éléphants étaient différents. Ces éléphants étaient ce que les experts appelaient des éléphants à problème. Maintenant, permettez-moi de faire une pause ici un instant, parce que je veux que vous compreniez ce que ce terme signifie réellement. Éléphant à problème. Cela semble clinique, scientifique, comme une catégorie dans un manuel. Mais ce que cela signifie vraiment, c'est des éléphants que les humains ont décidé être trop dangereux pour vivre. Ces 9 éléphants avaient appris à traverser les clôtures électriques, non pas une fois, non pas 2 fois, plusieurs fois. Ils s'étaient échappés de leur enclos encore et encore. Ils avaient détruit des récoltes. Ils avaient chargé des véhicules. Ils avaient menacé des gens. Et les autorités avaient pris une décision. Si personne ne les prenait, ils seraient abattus. Chaque réserve de chasse en Afrique du Sud avait été contactée. Chacune avait refusé. Les éléphants étaient trop dangereux, trop imprévisibles, trop traumatisés. Vous voyez, ce troupeau avait déjà vécu une violence inimaginable. Lors d'une des opérations de capture, la matriarche précédente, la chef du troupeau, avait été abattue et tuée. Son bébé aussi, juste devant les autres éléphants. Ils ont vu leur famille mourir. Et maintenant, remplis de chagrin et de rage et d'une haine des humains qui courait plus profond que l'instinct, on leur offrait une dernière chance. Lawrence Anthony a écouté tout cela. Il a écouté les risques. Il a écouté les avertissements. Il a écouté la voix dans sa tête lui disant que c'était un suicide. Et puis il a dit 4 mots qui changeraient sa vie pour toujours. Bien sûr que oui, je les prendrai. Les éléphants sont arrivés à Tula Tula dans un grand camion de transport. Je veux que vous imaginiez ce moment. Lawrence se tenant là, regardant ces créatures massives être déchargées sur sa terre, son cœur battant, son personnel regardant nerveusement de loin. Il avait construit un enclos spécial pour eux, un boma, qui est essentiellement une zone de contention entourée de clôtures. Ces clôtures étaient chargées de 8000 volts d'électricité. Le plan était simple, garder les éléphants contenus dans le boma jusqu'à ce qu'ils se calment, les laisser s'adapter, puis les relâcher dans la réserve plus large. Mais les éléphants avaient d'autres plans. Au moment où ils sont descendus du camion, Lawrence a su qu'il avait affaire à quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré auparavant. Ce n'étaient pas des animaux curieux explorant une nouvelle maison. C'étaient des survivants, des guerriers, des créatures qui avaient appris par le sang et la perte que les humains signifiaient la mort. La matriarche fut la première à bouger. Lawrence la nommerait plus tard Nana. Elle était massive, 3 mètres de haut, 5 tonnes de muscles, de mémoire et de douleur. Nana est marchée directement vers la clôture. Elle a étiré sa trompe, cet incroyable appendice qui contient plus de 40 000 muscles, et elle a touché le fil électrique. 1000 volts ont traversé son corps. Elle a reculé,
Mais elle n'est pas tombée. Elle n'a pas crié. Elle est simplement restée là, traitant, comprenant. Et puis, sa famille regardant, Nana a commencé à parcourir tout le périmètre de l'enclos. Tous les quelques pieds, elle étendait sa trompe vers la clôture, la testant, cherchant une faiblesse. Elle n'acceptait pas sa nouvelle maison. Elle étudiait la prison et elle planifiait déjà son évasion. Lawrence observait de loin son chef de garde, David, à ses côtés. Ils ont commencé à nommer les éléphants. C'est quelque chose que les humains font. Nous nommons les choses pour les rendre réelles, pour leur donner une identité, pour reconnaître qu'elles comptent. La matriarche est devenue Nana, la deuxième femelle aux commandes, la plus féroce, la plus protectrice. Ils ont nommé Frankie d'après la femme de Lawrence, Françoise. Et puis, il y avait le jeune mâle, juste un adolescent, peut-être 15 ans. Son nom est devenu Numzan. En zoulou, cela signifie monsieur. Mais l'histoire derrière ce nom, l'histoire derrière ce jeune éléphant, est une qui me brise encore le cœur à raconter. La mère de Numzan avait été la matriarche précédente, la chef du troupeau. Et pendant l'opération de capture, celle qui a amené ces éléphants à Tula Tula, elle avait été abattue. Sa petite sœur aussi. Numzan les a vus mourir. Il a vu des humains pointer des armes sur sa famille et appuyer sur la gâchette. Il a vu sa mère tomber. Il a vu sa sœur arrêter de respirer. Et puis, juste un adolescent, il a pris sa place à l'arrière du troupeau, protégeant ce qui restait de sa famille, portant un chagrin et une rage qu'aucune créature ne devrait jamais avoir à porter. Lorsque les éléphants se sont alignés cette première nuit à Tula Tula, Numzan était là, montrant la garde, ses yeux fixés sur les humains qui les avaient amenés ici. Lawrence a regardé ce jeune mâle et a senti quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas seulement un projet de conservation, c'était une mission de sauvetage. Ces éléphants avaient traversé l'enfer. Ils avaient tout perdu. Et maintenant, ils étaient piégés derrière une clôture électrique, entourés de l'espèce qui avait détruit leur famille. Comment gagner la confiance de quelque chose qui a toutes les raisons de vous haïr? Alors que la nuit tombait, Lawrence a remarqué quelque chose qui lui a glacé le sang. Les éléphants s'étaient rassemblés à la clôture, tous côte à côte, faisant face à l'extérieur, faisant face à la direction de leur ancienne maison, à 600 milles de distance. Ils ne s'installaient pas. Ils n'exploraient pas leur enclos. Ils ne mangeaient pas. Ils ne buvaient pas. Ne se reposaient pas après leur long voyage. Ils attendaient. Lawrence pouvait le sentir dans l'air, une tension, une détermination. Quelque chose allait se passer. Il est allé se coucher cette nuit-là avec un nœud à l'estomac. Quelque chose lui disait de rester prêt, de veiller. Mais l'épuisement a gagné. Il a fermé les yeux. Et puis, dans l'obscurité, tout s'est effondré. Quelque chose a effrayé les éléphants. À ce jour, personne ne sait exactement ce que c'était. Certains disent que c'était des cousus de feu à l'extérieur du boma, des braconniers dans la région, peut-être tirant sur d'autres animaux. Quoi que ce fût, cela a déclenché quelque chose de profond à l'intérieur de Nana, quelque chose de primaire, quelque chose d'irrésistible. Elle a chargé la clôture. Pas un test, pas une exploration. Une charge complète, 8000 livres d'éléphants terrifiés frappant cette clôture avec tout ce qu'elle avait. Le fil électrique a cassé, les poteaux se sont effondrés et en quelques secondes, 9 éléphants ont disparu dans la nuit africaine. Lawrence a reçu l'appel avant l'aube. Son cœur s'est serré. Les éléphants étaient en liberté, ils couraient, et quelque part là-bas, dans l'obscurité, se trouvaient des hommes avec des fusils qui attendaient exactement ce moment. Les autorités avaient été claires. Si ces éléphants s'échappent à nouveau, nous les abattrons. Et maintenant, lors de leur toute première nuit à Tulu Tulu, ils avaient fait exactement cela. Le compte à rebours était lancé. Pendant les jours suivants, Lawrence a vécu le cauchemar. Les éléphants ne s'étaient pas seulement échappés, ils avaient couru des kilomètres et des kilomètres à travers la brousse africaine,
se dirigeant vers la réserve d'Omphalosi, détruisant tout sur leur passage. Pensez à ce que cela signifie. 9 éléphants traumatisés, chacun pesant plusieurs tonnes, se déplaçant à travers des zones peuplées, traversant des clôtures, piétinant des récoltes, se rapprochant de plus en plus de villages où des enfants jouaient dans les rues. Lawrence a rassemblé toutes les ressources qu'il avait. Hélicoptères, véhicules, pisteurs à pied. Il a demandé des faveurs, il a supplié pour de l'aide, il a à peine dormi. Et tout le temps, il savait que d'autres équipes cherchaient aussi. Des équipes avec des intentions très différentes. Des fonctionnaires de Kuzwil-Natal Wildlife avaient été informés. Ils avaient rassemblé des gardes armés et leur mission était simple. Trouver les éléphants, mettre fin à la menace. Lawrence les a trouvés en premier. Le troupeau était épuisé, effrayé. Ils avaient parcouru des dizaines de miles, mais ils n'avaient plus nulle part où courir. Quand l'équipe de capture les a encerclés, Nana se tenait à l'avant, ses oreilles évasées, son corps tendu. Elle était prête à se battre, prête à mourir, mais elle était aussi prête à protéger sa famille. Lawrence a regardé les éléphants être sédatés et chargés à nouveau dans des camions. Il les a regardés être transportés de nouveau à Tula Tula. Et il a regardé les fonctionnaires de la faune sauvage livrer leur dernier avertissement. C'est votre dernière chance. S'ils s'échappent à nouveau, nous ne les pisterons pas, nous ne les sédaterons pas, nous les abattrons à vue. Le message était clair. Ces éléphants avaient une autre opportunité. Une. Et Lawrence Anthony, un homme qui n'avait jamais travaillé avec des éléphants sauvages auparavant, était la seule chose qui se tenait entre eux et l'exécution. Le boma avait été reconstruit, les clôtures renforcées, l'électricité doublée. Mais Lawrence savait que ce ne serait pas suffisant. Il se tenait à l'extérieur de l'enclos cette nuit-là, observant Nana. Elle s'était positionnée au même endroit qu'avant, sa trompe levée, ses yeux scannant la clôture. Elle allait s'échapper à nouveau. Lawrence pouvait le voir dans sa posture, dans la façon dont elle tenait son corps, dans le refus absolu d'accepter ces circonstances. Et il a compris. Je veux que vous pensiez à cela du point de vue de Nana un instant. Toute sa vie, les humains n'avaient apporté que de la douleur. Ils lui avaient pris sa liberté, ils avaient tué sa famille, ils l'avaient poursuivi sur des centaines de miles de nature sauvage. Pourquoi ferait-elle jamais confiance à un autre? Lawrence se tenait là dans l'obscurité, se posant une question qui n'avait pas de réponse facile. Comment atteindre quelque chose qui a été si profondément blessé? Comment convaincre une créature qui a toutes les raisons de vous haïr que vous êtes différent, que vous ne voulez pas de mal, que vous voulez seulement aider? Et puis, dans un éclair de perspicacité qui définirait le reste de sa vie, Lawrence a pris une décision. Il ne gérerait pas ces éléphants à distance. Il ne les observerait pas à travers des jumelles en espérant le meilleur. Il ne les traiterait pas comme des problèmes à résoudre. Il vivrait avec eux. Chaque nuit. Il dormirait à côté de leur enclos. Il leur parlerait. Il leur chanterait. Il les laisserait le voir, l'entendre, le connaître. Non pas comme un geôlier, mais comme un compagnon. C'était insensé. Tout le monde le lui disait. Mais Lawrence s'en fichait. Il avait fait son choix. Lawrence a installé un petit camp à quelques mètres de la clôture, assez près pour que Nana puisse le voir, assez près pour qu'elle puisse entendre chaque mot qu'il prononçait, assez près pour que si Nana décidait de charger, il n'aurait nulle part où courir. Son personnel pensait qu'il avait perdu la tête. Françoise le supplia de reconsidérer. Mais Lawrence comprenait quelque chose que les experts avaient manqué. Ces éléphants n'avaient pas besoin d'être contrôlés. Ils n'avaient pas besoin d'être dominés ou entraînés ou brisés. Ils avaient besoin d'être entendus. Ils avaient besoin de quelqu'un pour reconnaître leur douleur, pour s'asseoir avec eux dans leur chagrin, pour leur montrer par la présence et la patience au fil du temps que tous les humains n'étaient pas les mêmes. Alors Lawrence a commencé à parler. Pas des ordres, pas des mots d'entraînement,
Juste parler. Comme il parlerait à un ami qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il leur a parlé de la réserve, de la terre, de sa vie, de sa femme Françoise, et comment elle avait quitté Paris pour être avec lui, de ses rêves pour Toula Toula. Parfois, il chantait de vieilles chansons, des chansons folkloriques, tout ce qui lui venait à l'esprit. Au début, Nana l'a complètement ignoré. Elle se tenait, son dos massif tourné vers lui, son corps un mur de méfiance. Mais Lawrence n'a pas arrêté. Nuit après nuit, il est revenu. Nuit après nuit, il a parlé. Nuit après nuit, il s'est assis dans l'obscurité, faisant savoir à ses créatures blessées, « Vous n'êtes pas seuls. Je suis ici. Je ne vais nulle part. Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. » Quelque chose a commencé à changer. C'était petit au début, presque imperceptible. Mais Lawrence l'a senti, et pour la première fois depuis l'arrivée des éléphants, il s'est permis d'espérer. Des semaines passèrent, et je veux que vous compreniez ce que cela signifie. Pas quelques jours, pas un long week-end, des semaines. Chaque nuit, Lawrence retournait à son poste à côté de la clôture. Chaque nuit, il parlait, parfois pendant des heures. Sa voix devenait rauque, son corps lui faisait mal à force de s'asseoir sur le sol dur. Les nuits africaines devenaient froides, et il restait. Au début, Nana ne lui donnait rien. Elle se tenait le dos tourné vers lui, cet énorme mur gris de défi. Les autres éléphants suivaient son exemple. Frankie, la féroce seconde aux commandes, se tournait occasionnellement pour le fusiller du regard. Ses oreilles s'écarquillaient en signe d'avertissement. Numzan, le jeune taureau, regardait de loin, ses yeux remplis de quelque chose que Lawrence ne pouvait décrire que comme une tristesse ancienne. Lawrence ne s'attendait pas à des résultats immédiats. Il comprenait quelque chose de profond sur la confiance. La confiance ne peut être exigée. Elle ne peut être précipitée. Elle ne peut être prise. La confiance ne peut être gagnée que lentement, douloureusement, par l'accumulation d'innombrables petits moments qui finissent par aboutir à quelque chose de plus grand. Alors il a continué à parler. Il leur a parlé de son enfance en Rhodésie, de la première fois qu'il a vu un éléphant dans la nature et qu'il a senti son cœur s'arrêter, de ses rêves et de ses échecs et de ses peurs. Il leur a parlé du monde au-delà de la clôture, des rivières et des collines et des acacias qui seraient un jour leur maison. Et il leur a dit la vérité. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Je ne sais pas si tout cela compte. Mais je suis là et je reviendrai. Parce que vous méritez de savoir que tous les humains ne sont pas les mêmes. Certains d'entre nous, nous voulons juste aider. Le premier signe est venu sans avertissement. Lawrence était assis à son endroit habituel, parlant doucement de rien en particulier. La nuit était calme. Les étoiles étaient brillantes. Il avait presque cessé de s'attendre à ce que quelque chose change. Et puis Nana a tourné la tête. Pas son corps, juste sa tête. Pour un bref instant, elle l'a regardé directement. Cela a duré peut-être 3 secondes, peut-être moins, et puis elle a de nouveau tourné la tête. Mais Lawrence l'a senti, cette petite reconnaissance, cette fraction d'attention. Après des semaines d'ignorance, c'était tout. Il n'a pas célébré. Il n'a pas réagi. Il l'a simplement noté dans son esprit et a continué à parler. La même voix calme, la même présence patiente. La nuit suivante, Nana a de nouveau tourné la tête, cette fois un peu plus longtemps. La nuit d'après, elle a fait un pas vers la clôture pendant qu'il parlait. Lentement, si lentement que c'était presque imperceptible. Le mur a commencé à se fissurer. Les autres éléphants l'ont remarqué. Quand une matriarche change de comportement, le troupeau fait attention. Frankie maintenait toujours sa distance, regardait toujours Lawrence avec méfiance. Mais il y avait moins d'hostilité dans sa posture maintenant, moins d'agression. En Numzan, ce jeune taureau brisé qui avait vu sa mère mourir, il a commencé à se positionner plus près de l'endroit où Lawrence était assis, non pas approchant, non pas faisant confiance, mais présent.
Lawrence a commencé à comprendre la dynamique sociale complexe des familles d'éléphants. La matriarche n'était pas seulement le chef, elle était la décisionnaire, l'arbitre de la confiance. Si Nana l'acceptait, les autres suivraient. Si elle ne le faisait pas, rien de ce qu'il ferait n'aurait d'importance. Tout dépendait d'elle. Tout dépendait de ce qui allait se passer ensuite. Cela s'est produit une nuit comme les autres. Lawrence était assis près de la clôture, sa voix basse et stable. Il parlait de Françoise, de la façon dont ils s'étaient rencontrés, de la façon dont elle avait changé sa vie. Nana se tenait à quelques mètres de là, écoutant, ou du moins Lawrence espérait qu'elle écoutait. Il ne pouvait jamais en être complètement sûr. Et puis elle a commencé à marcher, vers lui. Le cœur de Lawrence a commencé à battre. Nana ne s'était jamais approchée de la clôture pendant qu'il était là. Elle n'avait jamais volontairement réduit la distance entre eux. Pas à pas, elle s'est rapprochée, son corps massif projetant une ombre au clair de lune, sa trompe se balançant doucement tandis qu'elle avançait. Elle s'est arrêtée à la clôture, à quelques pieds de là. Le fil électrique bourdonnait entre eux. Et puis elle a tendu sa trompe à travers les fils, vers lui. Lawrence a arrêté de respirer. Un mauvais mouvement et 8000 volts traverseraient cette trompe. Un mauvais son et Nana pourrait paniquer, pourrait charger, pourrait détruire le fragile fil de connexion qu'ils avaient passé des semaines à construire. Il n'a pas bougé. Il n'a pas parlé. La trompe de Nana planait dans l'air à quelques centimètres de son visage. Et puis elle l'a touché. Doucement, si doucement, comme un murmure fait de chair et de muscles et de 40 000 terminaisons nerveuses. Elle a maintenu le contact juste un instant. Et puis elle a reculé. Lawrence décrirait plus tard ce qui s'est passé entre eux comme une étincelle de reconnaissance. Une petite flamme de compréhension s'allumant pour la toute première fois. Quelque chose d'ancien, quelque chose de sacré, quelque chose qui défiait tout ce que la science prétendait savoir sur les frontières entre les espèces. Nana s'est retournée et est retournée vers son troupeau. Les autres éléphants ont suivi, mais rien ne serait plus jamais pareil. Voici ce que je veux que vous compreniez à propos de ce moment. Lawrence Anthony n'était pas un scientifique. Il n'était pas un expert en éléphants et il n'avait aucune formation en communication animale ou en psychologie comportementale. Il était juste un homme qui croyait que toutes les créatures vivantes méritaient de la compassion, un homme qui a refusé d'abandonner un troupeau que tout le monde avait abandonné. Un homme qui s'est assis dans l'obscurité nuit après nuit, n'offrant rien d'autre que sa présence et sa voix. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, ça a marché. Le lendemain, tout a changé. Lawrence est arrivé au bon moment s'attendant à la tension habituelle, à la vigilance habituelle, à la distance soigneusement maintenue habituelle. Au lieu de cela, il a trouvé le calme. Nana se tenait près de la clôture, mais il n'y avait aucune agressivité dans sa posture, aucune planification, aucune tentative d'évasion. Les autres éléphants étaient dispersés autour de l'enclos, mangeant, buant, se reposant, comme s'ils avaient pris une décision. Et d'une certaine manière, ils l'avaient fait. Vous voyez, les troupeaux d'éléphants fonctionnent sur la confiance. La matriarche n'est pas seulement un chef. Elle est la gardienne du savoir, la détentrice de la mémoire. Quand elle décide quelque chose, le troupeau suit, non pas parce qu'il y est forcé, mais parce qu'il fait confiance à son jugement. Nana avait décidé que Lawrence n'était pas une menace. Et quand une matriarche décide, le troupeau suit. Lawrence a marché jusqu'à la porte du boma. Son cœur battait, son personnel regardait de loin, certain qu'il était sur le point de faire une terrible erreur. Il a posé sa main sur le loquet. Et puis il l'a ouverte. Les éléphants étaient libres, libres de courir, libres de s'échapper, libres de disparaître dans la brousse africaine et de ne jamais revenir. Ce qu'ils ont fait ensuite révélerait tout. Le portail s'est ouvert. Lawrence a reculé. Chaque muscle de son corps était tendu. Son esprit parcourait les possibilités. Il pouvait le charger. Il pouvait s'affoler. Il pouvait courir vers la ligne de clôture et disparaître pour toujours.
S'il courait, il mourrait. Les autorités de la faune sauvage l'avaient clairement dit. Il n'y aurait pas de troisième chance. Mais Lawrence avait fait son choix. Il avait décidé de faire confiance à Nana, de croire que la connexion qu'ils avaient construite signifiait quelque chose. Maintenant, c'était son tour. Nana se tenait au seuil du portail ouvert, sa trompe levée, ses oreilles largement déployées. Elle pouvait sentir l'air libre. Elle pouvait sentir l'immensité des réserves s'étendant devant elle. Derrière elle, les autres éléphants attendaient, observant leur chef, prêts à suivre quelle que soit la décision qu'elle prendrait. Le moment s'est étiré, les secondes semblaient des heures. Et puis Nana a franchi le portail. Mais elle n'a pas couru. Elle a marché lentement, délibérément, sa famille se mettant en formation derrière elle. Frankie, Numzane, les autres. Ils se sont déplacés dans la réserve, explorant leur nouvelle maison avec un calme que Lawrence ne leur avait jamais vu auparavant. Ils ne se sont pas dirigés vers la ligne de clôture. Ils n'ont pas essayé de s'échapper. Pour la première fois de leur vie, ces éléphants ont choisi de rester. Je veux que vous méditiez là-dessus un instant. C'étaient des animaux qui s'étaient échappés de tous les enclos où ils avaient été placés. Des animaux qui avaient appris à haïr les humains. Des animaux qui avaient toutes les raisons de fuir. Mais ils sont restés, parce qu'un homme avait pris le temps de s'asseoir avec eux dans leur douleur, de leur parler, de leur montrer que tous les humains ne sont pas les mêmes. Ce qui a suivi n'a été rien de moins que miraculeux. Au cours des 13 années suivantes, Lawrence Anthony et les éléphants de Tula Tula ont construit quelque chose d'extraordinaire. Une relation qui défiait toutes les attentes. Un lien que les scientifiques avaient du mal à expliquer. Nana a commencé à amener sa famille à visiter Lawrence à la maison principale. Pas tous les jours, mais assez souvent pour que Françoise regarde par la fenêtre et voit un mur gris debout dans la cour. Des créatures massives debout tranquillement, attendant. Au début, Françoise était terrifiée. C'était des hommes et des éléphants sauvages, dangereux. Mais Lawrence comprenait ce qu'il faisait. Vous voyez, dans la société des éléphants, les membres de la famille se rendent visite. Ils maintiennent des connexions. Ils se présentent non pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'ils se soucient. Nana traitait Lawrence comme de la famille. Et Lawrence, il a accepté ce rôle complètement. Il passait des heures avec eux dans la brousse, marchant parmi eux, leur parlant, apprenant leur langage de grondements et de gestes et de silence. Il a découvert que les familles d'éléphants sont remarquablement comme les familles humaines. Ils se disputent, ils se réconcilient, ils jouent, ils se réconfortent mutuellement en période de deuil. Quand un éléphanteau naissait, tout le troupeau célébrait. Quand un aîné était malade, il restait proche, offrant le réconfort qu'il pouvait. Et quand Nana et Frankie ont eu de nouveaux bébés, les premiers éléphants nés dans cette région depuis plus d'un siècle, ils ont fait quelque chose qui me touche encore à ce jour. Ils ont amené leurs éléphanteaux rencontrer Lawrence. Ils ont marché jusqu'à sa maison. Ils ont positionné leur bébé près de la clôture et ils sont restés là à regarder Lawrence parler doucement aux nouveau-nés, comme s'ils présentaient leurs enfants à un oncle de confiance. Ce n'était pas de l'entraînement. Ce n'était pas du conditionnement. C'était de la famille. Mais toutes les histoires d'éléphants n'ont pas suivi le chemin de Nana. Certaines blessures sont trop profondes pour guérir facilement. Quelques années après l'arrivée du troupeau original, Lawrence a reçu un autre appel, un autre éléphant en difficulté, une autre créature que le monde avait abandonnée. Son nom était E.T. Elle avait 14 ans. Dans son histoire est l'une des plus déchirantes que j'ai jamais rencontrées. Toute la famille d'E.T. avait été tuée. Pas certains d'entre eux. Tous. Chaque éléphant qu'elle avait jamais connu. Sa mère, ses tantes, ses frères et sœurs, abattus ou vendus, un par un, jusqu'à ce qu'elle soit complètement seule. Et puis, pour ajouter de la cruauté à la tragédie, elle avait été vendue à un chasseur de trophées. Quelqu'un l'avait achetée, non pas pour la sauver, non pas pour lui donner un foyer, mais pour l'attirer, pour monter sa tête sur un mur.
Lawrence est intervenu avant que cela ne puisse arriver. Il a fait jouer toutes ses relations. Il a supplié. Il a négocié. Il a refusé d'abandonner jusqu'à ce que Haiti soit transféré à Tula Tula. Mais quand elle est arrivée, Lawrence a su qu'il était confronté à quelque chose de différent. Haiti n'était pas seulement traumatisée, elle était brisée. Elle a sprinté hors du camion de transport et a disparu dans la partie la plus dense de la réserve. Elle a refusé de s'approcher d'un humain, et quand quelqu'un s'approchait, elle chargeait. Pas une fausse charge, pas un avertissement, une attaque complète et mortelle. Lawrence a dû tout recommencer. Nuit après nuit, il est retourné dans la brousse, parlant, chantant, attendant. Cela a pris plus de temps avec Hattie, beaucoup plus longtemps. Mais finalement, quelque chose a changé. Nana et Frankie ont commencé à l'inclure dans le troupeau. Elles la protégeaient, elles l'enseignaient, elles lui ont montré par leur propre exemple que tous les humains ne voulaient pas de mal. Et lentement, E.T. a commencé à guérir. Il y a une histoire du livre que je dois partager avec vous. Un jour, Lawrence marchait dans la brousse, observant le troupeau. Il était à pied, seul. Quelque chose qu'il avait fait des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, E.T. l'a vu, et quelque chose en elle a craqué. Elle a chargé, à toute vitesse, oreilles aplaties, trompe levée, chaque once de son poids considérable dirigé directement vers Lawrence. Il n'avait nulle part où courir. Pas de véhicule où s'abriter, pas de clôture pour le protéger. C'était ça. C'était ainsi que cela se terminait. Et puis, Nana a bougé. La matriarche est apparue de nulle part, positionnant son corps massif entre Lawrence et l'éléphante chargeante. Elle s'est tournée pour faire face à E.T., ses oreilles largement déployées, sa posture rayonnant d'autorité. E.T. s'est arrêté, juste arrêté. À quelques centimètres de Nana, sa charge brisée par la seule présence de la matriarche. Nana a tenu bon. Elle a fait un grondement sourd, une communication, un ordre, et E.T., l'éléphante brisée, furieuse, traumatisée, a reculé. Elle s'est retournée et est partie. Lawrence est resté là, tremblant, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Nana lui avait sauvé la vie. Cet éléphant sauvage. Cette créature dont il avait passé des années à gagner la confiance. Elle s'était mise en danger pour le protéger. Non pas parce qu'elle était entraînée à le faire, non pas parce qu'elle attendait une récompense, parce qu'il était de la famille. Ce n'était pas la seule fois que cela s'était produit. Au fil des ans, Nana et Frankie sont intervenus plusieurs fois lorsque le traumatisme d'E.T. la dépassait. Elle protégeait Lawrence aussi farouchement qu'elle protégeait leurs propres éléphantaux. Pensez-y, des éléphants sauvages protégeant un humain par amour. Dites-moi que les animaux ne ressentent rien. Dites-moi qu'ils ne se souviennent pas. Dites-moi qu'ils n'aiment pas. Lawrence Anthony ne s'est pas contenté de sauver un seul troupeau. Son cœur était trop grand pour ça, son sens des responsabilités trop large. En 2003, lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak, Lawrence regardait les informations comme des millions d'autres. Mais alors que la plupart des gens se concentraient sur la guerre, Lawrence a remarqué quelque chose dont personne d'autre ne semblait se soucier. Le zoo de Bagdad. C'était le plus grand zoo du Moyen-Orient et il était pris directement dans les tirs croisés. Des bombes tombaient autour de lui. Des pilleurs s'introduisaient, volant des animaux ou les relâchant dans le chaos. Le personnel a fui. Les animaux ont été laissés pour mourir. Quelques jours après l'invasion, sur 700 animaux, seuls 35 restaient en vie. Lawrence, à des milliers de kilomètres en Afrique du Sud, a pris une décision que tout le monde a qualifiée de folle. Il s'est envolé pour le Koweït. Il a rassemblé des fournitures, puis il a conduit dans une zone de guerre. Balles volantes, bâtiments s'effondrant, et Lawrence Anthony marchant à travers le chaos à la recherche du zoo. Il l'a trouvé. Il a organisé des volontaires. Il a payé le personnel pour qu'ils reviennent. Il a convaincu des soldats américains et des soldats irakiens
des hommes qui s'étaient entretués quelques heures auparavant, de travailler ensemble pour sauver les animaux. Il est resté 6 mois jusqu'à ce que le zoo soit reconstruit, jusqu'à ce que les animaux soient en sécurité. Plus tard, il se rendrait en République démocratique du Congo, essayant de sauver le dernier rhinocéros blanc du Nord, négociant avec des armées rebelles, mettant sa vie en péril encore et encore. Il a fondé l'organisation Terre pour protéger les espèces menacées dans le monde. Mais à travers tout cela, peu importe où son travail le menait, son cœur retournait toujours à un seul endroit. Tula, ses éléphants, sa famille. En 2012, Lawrence Anthony était devenu une légende. Son livre, The Elephant Whisperer, était devenu un best-seller international. Des gens du monde entier avaient lu sur Nana et Frankie et Numumzing sur le lien incroyable entre un homme et un troupeau d'éléphants sauvages. Le troupeau était passé de 9 éléphants à plus de 20. Des éléphantos étaient nés, une nouvelle génération qui n'avait jamais connu la terreur que leurs parents avaient vécue. Tula était florissante, mais Lawrence était fatigué. À 61 ans, il travaillait encore plus dur que des hommes de la moitié de son âge, voyageant toujours, se battant toujours pour les animaux du monde entier, refusant toujours de ralentir. Françoise s'inquiétait pour lui. Il avait déjà subi 2 crises cardiaques les années précédentes. Ses médecins lui avaient dit de se reposer, de prendre soin de lui. Mais il y avait toujours un gala de plus à organiser, un livre de plus à écrire, une bataille de plus à mener. Début mars 2012, Lawrence planifiait un dîner de conservation à Durban, une collecte de fonds pour sensibiliser au braconnage des rhinocéros. Son nouveau livre, The Last Rhinos, était sur le point d'être publié. Françoise le supplia de ralentir. Il promit qu'il le ferait. Après le gala, après le lancement du livre, juste un peu plus de temps. Début mars 2012, Françoise a reçu un appel téléphonique à 7 heures du matin. C'était David, le bras droit de Lawrence. Sa voix se brisait. Lawrence s'était effondré à Johannesburg, une crise cardiaque massive. Il était parti juste comme ça. L'homme qui avait sauvé tant de vies, l'homme qui avait changé la façon dont le monde pensait aux éléphants, était parti. Et les éléphants n'en avaient aucune idée. Ou bien si. Françoise n'a pas quitté sa chambre pendant 2 jours. L'homme qu'elle avait aimé pendant 25 ans était parti. L'homme qui l'avait convaincu de quitter sa vie confortable à Paris pour une ferme poussiéreuse dans la brousse africaine. L'homme qui lui avait montré que le monde était plus grand et plus sauvage et plus beau qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Parti, des gens venaient et allaient de la maison, membres du personnel, amis, voisins. Ils offraient des condoléances. Ils apportaient de la nourriture. Ils parlaient à voix basse de quel grand homme Lawrence avait été. Françoise n'a rien entendu de tout cela. Elle était couchée dans son lit, fixant le plafond, essayant de digérer une perte qui semblait impossible à comprendre. 2 jours passèrent, le dimanche arriva. Et puis quelqu'un a crié d'en bas, « Ils sont là ». Françoise ne comprenait pas qui était là. Elle n'avait invité personne, elle ne voulait voir personne. Mais les cris continuaient, suivis de halètements, suivis du bruit de gens se précipitant vers les fenêtres. Quelque chose se passait dehors. Françoise s'est traînée hors du lit. Elle est descendue. Elle a ouvert la porte d'entrée. Et elle les a vus. Le personnel était rassemblé dans la cour. Tous regardant dans la même direction, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Françoise a suivi leur regard. De l'autre côté de la clôture, 21 formes grises. Les éléphants de Lawrence. Ils n'étaient pas venus à la maison depuis plus d'1 an et demi. Ils vivaient à des kilomètres, profondément dans la réserve. Personne ne leur avait rien dit. Personne ne les avait appelés. Et pourtant, les voici, debout en silence, fixant la maison, attendant quelque chose ou quelqu'un. Nana se tenait à l'avant. La même éléphante qui avait touché Lawrence à travers la clôture toutes ces années auparavant. La même matriarche qui avait mené son troupeau à travers la terreur et le traumatisme
vers quelque chose qui ressemblait à la paix. Elle regardait directement Françoise, ses yeux anciens, profonds et sombres, et remplis de quelque chose que Françoise ne pouvait décrire que comme du savoir. Françoise avait toujours été un peu intimidée par les éléphants. Elle les respectait, elle les admirait, mais elle n'avait jamais ressenti la connexion que Lawrence avait. C'était son don, sa magie. Mais maintenant, debout dans l'embrasure de leur maison, son mari parti et son cœur brisé, Françoise sentit quelque chose bouger. Nana ne la regardait pas seulement. Nana la voyait. Les éléphants sont restés comme ça pendant plus d'une heure. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas erré. Ils se sont simplement tenus là, présents, témoignant. Et puis ils ont commencé à bouger. Ils ont marché de haut en bas le long de la clôture, grondant, faisant ce son bas et profond que Lawrence avait toujours décrit comme une conversation d'éléphant. Le même bruit qu'ils avaient toujours utilisé pour parler avec lui. Ils semblaient nerveux, angoissés. Leurs oreilles bougeaient constamment. Leurs trompes tendaient vers la maison comme si elles cherchaient quelque chose qu'elles ne pouvaient pas trouver. Le cherchant, lui. Françoise les regardait à travers ses larmes. Ces magnifiques créatures, ces animaux sauvages que son mari avait sauvés de l'exécution, veillant à leur maison. Elle comprenait maintenant. Elle comprenait ce que Lawrence lui avait toujours dit, qu'il y a des choses dans ce monde qui ne peuvent être expliquées par la raison, ne peuvent être mesurées par la science, ne peuvent être vues. Des racines profondes qui relient tous les êtres vivants, humains et animaux, vie et mort, amour et perte. Les éléphants sont restés pendant 2 jours entiers, debout devant la maison, mangeant à peine, bougeant à peine. Des membres du personnel ont essayé de les approcher, de leur offrir de la nourriture, de les encourager à retourner dans la brousse, mais les éléphants ne voulaient pas bouger. Ils étaient venus dans un but et ils ne partiraient pas avant que ce but ne soit atteint. La 2e nuit, Françoise est sortie. Elle a marché jusqu'à la clôture, lentement, prudemment, son cœur battant. Nana était toujours là, observant toujours. Françoise s'est tenue à la clôture, la même clôture où Lawrence s'était tenu toutes ces années auparavant, et elle a parlé. Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous comprenez, mais il vous aimait tellement, et je pense que vous l'aimiez aussi. La trompe de Nana est bougée légèrement, ses oreilles ont bougé, et puis, lentement, elle s'est retournée. Un par un, les éléphants se sont mis en formation derrière elle, une procession solennelle, une file indienne, et ils ont commencé à marcher, de retour dans la brousse, de retour sur leur territoire, de retour à leur vie. Ils avaient rendu leur respect, ils avaient pleuré leur ami, et maintenant, il était temps de partir. Françoise les a regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'obscurité, jusqu'à ce que la dernière forme grise s'estompe de la vue, et puis, elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis la réception de ce terrible appel téléphonique. Elle a souri parce qu'elle comprenait maintenant ce que Lawrence avait essayé de lui dire depuis le début. L'amour ne se termine pas avec la mort, la connexion ne se brise pas avec la distance, et parfois, les vérités les plus profondes ne sont pas prononcées en mots, mais dans le silence de créatures qui marchent 12 heures à travers la brousse africaine, juste pour dire au revoir. Mais voici la partie de l'histoire qui me donne encore des frissons. Les éléphants ne sont pas venus qu'une seule fois. 1 an plus tard, le 4 mars, 2 jours après l'anniversaire de la mort de Lawrence, les éléphants sont revenus. La même procession, la même formation, menée par Nana, marchant pendant des heures à travers la brousse pour se tenir devant la maison. Françoise n'y croyait pas. Comment le savait-il? Comment se sont-ils souvenus de la date? Comment des animaux sauvages, vivant leur vie à des kilomètres dans la réserve, ont-ils su revenir exactement au même moment, 1 an plus tard? Les scientifiques ont essayé de l'expliquer. Certains disent que les éléphants peuvent sentir des choses par des vibrations à basse fréquence qui voyagent sur des kilomètres à travers le sol.
Certains disent que c'était une coïncidence, mais Françoise savait mieux. Elle avait vu le regard dans les yeux de Nana. Elle avait senti le poids de leur présence. Ce n'était pas un comportement aléatoire. C'était une intention. C'était un deuil. L'année d'après, ils sont revenus. Même jour, même heure, même procession. Et encore l'année suivante. Et encore. Année après année, les éléphants sont revenus honorer l'homme qui les avait sauvés. L'homme qui s'était assis dans l'obscurité, nuit après nuit, gagnant leur confiance. L'homme qui les avait vus non pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des âmes à comprendre. Ils l'ont pleuré comme ils pleureraient l'un des leurs. Pensez à cela pour un moment. Ce sont des éléphants sauvages. Ils n'ont aucune obligation de se souvenir, aucun besoin évolutionnaire de revenir, aucune raison pratique de refaire ce voyage de 12 heures encore et encore. Mais ils le font quand même. Parce que l'amour, le véritable amour, transcende les espèces. Et la mémoire profonde, ne s'estompe jamais. Je veux prendre un moment pour parler de ce que la science sait réellement sur l'intelligence des éléphants. Parce que ce qui s'est passé à Tulutula n'est pas seulement une belle histoire. C'est une partie d'un ensemble croissant de preuves qui suggèrent que les éléphants sont bien plus complexes que nous ne l'avions jamais imaginé. Les éléphants ont le plus grand cerveau de tous les animaux terrestres, plus de 10 livres, et la partie de leur cerveau responsable de l'émotion et du comportement social est remarquablement similaire à la nôtre. Ils se reconnaissent dans les miroirs. Seule une poignée d'espèces peuvent faire cela. Les humains, les grands singes, les dauphins, les éléphants. Ils utilisent des outils. Ils résolvent des problèmes. Ils communiquent avec des sons qui voyagent sur des kilomètres à travers le sol. Des vibrations trop basses pour que les oreilles humaines puissent les détecter. Et ils pleurent leur mort. Ce n'est pas de la spéculation, c'est documenté. Les éléphants retourneront aux os des membres de leur famille tombés des années après leur mort. Ils toucheront les os avec leurs trompes. Ils se tiendront en silence, faisant de doux grondements. Certains chercheurs ont observé des éléphants couvrant leurs morts avec des feuilles et des branches. D'autres les ont vus refuser de quitter le corps d'un compagnon pendant des jours. Ils se souviennent, ils pleurent, ils aiment. Alors, quand 21 éléphants sont marchés 12 heures pour veiller à la maison de Lawrence Anthony, ce n'était pas de la magie, ce n'était pas surnaturel, c'était simplement des éléphants étant des éléphants. Des créatures avec des cœurs assez grands pour pleurer un homme qui n'était même pas de leur propre espèce. Parce que Lawrence leur avait montré quelque chose qui avait tout changé. Il leur avait montré que les humains pouvaient être dignes de confiance. Il leur avait montré que l'amour était possible, et ils n'ont jamais oublié. Après la mort de Lawrence, tout le monde s'attendait à ce que Françoise s'effondre. Il était le cœur de l'opération, le visionnaire, celui qui pouvait parler aux éléphants quand personne d'autre ne le pouvait. Comment cela pouvait-il continuer sans lui? Mais Françoise, cette élégante femme française qui ne s'était jamais attendue à se retrouver à diriger une réserve de chasse africaine, a refusé de laisser son rêve mourir. Ce ne fut pas facile. Des braconniers ont attaqué les rhinocéros. L'un a été tué juste 2 semaines après la mort de Lawrence. L'équipe de sécurité, tous des hommes, ne voulait pas prendre d'ordre d'une femme. Les autorités ont menacé d'abattre le troupeau d'éléphants si la réserve ne pouvait pas les gérer correctement. Et Frankie, la féroce seconde aux commandes qui s'était toujours soumise à Nana, Frankie n'aimait pas Françoise. Pas au début. Il y a eu des moments où Françoise a voulu abandonner, où le poids de la perte et de la responsabilité semblait impossible à supporter, mais elle a continué. Pour Lawrence, pour les félins, pour les éléphants, pour le rêve qu'ils avaient construit ensemble. Et lentement, les choses ont commencé à changer. Françoise a gagné le respect de son équipe. Elle a repoussé les braconniers. Elle a agrandi la réserve, ajoutant plus de terre pour le troupeau d'éléphants en croissance. Elle a même construit un centre de réhabilitation de la faune, un endroit où les animaux orphelins pouvaient être soignés avant d'être relâchés dans la nature. Des bébés éléphants, des rhinocéros traumatisés, même un hippopotame nommé Charlie qui avait peur de l'eau. Elle les a tous accueillis, tout comme Lawrence l'aurait fait.
Et Frankie, l'éléphant qui lui avait autrefois fait confiance, Frankie est finalement devenu une amie. Cela a pris des années. Mais c'est arrivé, parce que Françoise a appris que c'est ce que Lawrence avait toujours su. La confiance ne peut être exigée, elle ne peut être que gagnée. Et l'amour, avec assez de temps, peut guérir même les blessures les plus profondes. Aujourd'hui, le troupeau d'éléphants de Tula Tula compte plus de 30 individus. 30 éléphants nés d'un troupeau de 9 qui était autrefois destiné à l'exécution. Enfants et petits-enfants de Nana et Frankie. Des éléphants qui n'ont jamais connu la terreur vécue par leurs parents. Des éléphants qui errent librement sur des milliers d'acres de terre protégée. Nana elle-même a vécu de nombreuses années après la mort de Lawrence. Elle laisse rester la matriarche, guidant sa famille avec la même sagesse qu'elle avait toujours montrée. Quand elle est finalement décédée, sa fille a pris le relais. Les traditions ont continué. La famille a perduré. Numzen, le jeune mâle qui avait vu sa mère mourir. Son histoire a eu une fin plus compliquée. En mûrissant, il est devenu de plus en plus agressif. Le traumatisme qu'il portait était trop profond. Finalement, pour la sécurité des humains dans la réserve, une décision difficile a dû être prise. Cela a brisé le cœur de Françoise. Mais elle savait que Lawrence aurait compris. Certaines blessures ne peuvent être guéries. Mais le troupeau survit. Le troupeau prospère. Tula Tula s'est étendu à plus de 5000 hectares. Elle abrite non seulement des éléphants, mais aussi des rhinocéros, des léopards, des girafes, des hippopotames et des centaines d'autres espèces. Françoise a écrit son propre livre, Un éléphant dans ma cuisine, racontant l'histoire de ce qui est arrivé après Lawrence, de la façon dont elle a appris à poursuivre sa mission. Et chaque année, à l'anniversaire de sa mort, elle guette les éléphants. Ils viennent encore parfois. Pas tous les ans, mais assez souvent. Ils se tiennent devant la maison. Ils font leur grondement. Ils rendent leur respect. Et puis ils retournent dans la brousse, sur la terre que Lawrence a sauvée, dans la maison qu'il leur a donnée. Je vous ai raconté beaucoup de faits aujourd'hui. Des dates, des noms, des lieux, des explications scientifiques sur le comportement des éléphants. Mais je veux terminer en parlant de ce que cette histoire signifie réellement, ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle exige de nous. Nous vivons dans un monde qui traite souvent les animaux comme des choses, des ressources à utiliser, des problèmes à gérer, des créatures sans âme, sans sentiment, sans capacité de connexion réelle. Mais Lawrence Anthony savait mieux. Il a regardé un troupeau d'éléphants traumatisés, des animaux que le monde entier avait abandonnés, et il a vu une famille en devenir. Il n'a pas essayé de les contrôler. Il n'a pas essayé de les dominer. Il s'est simplement assis avec eux, nuit après nuit, offrant sa présence, sa patience, son amour. Et ils ont répondu, non pas parce qu'ils étaient entraînés à le faire, non pas parce qu'ils attendaient de la nourriture ou une récompense, mais parce que l'amour, un amour véritable, patient, inconditionnel, parle une langue que chaque créature comprend. Lawrence a un jour écrit quelque chose que je veux partager avec vous. Il a dit, « Tant que nous n'accorderons pas non seulement aux éléphants, mais à toutes les créatures vivantes leur place au soleil, nous ne pourrons jamais être nous-mêmes entiers. Pensez à cela, notre plénitude, notre humanité, notre capacité à être pleinement vivant. Cela dépend de la façon dont nous traitons les autres êtres avec lesquels nous partageons cette planète. Pas seulement les mignons, pas seulement les faciles, mais les difficiles, les traumatisés, ceux que tout le monde a abandonnés. C'est ce que Lawrence nous a appris. C'est ce que ces éléphants, veillant à sa maison, essayaient de nous dire. Nous sommes tous connectés. Nous sommes tous de la famille. Et l'amour, le véritable amour, n'a pas d'espèce. Ceci est une histoire vraie. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est documenté. C'est vérifié. C'est arrivé à de vraies personnes et à de vrais éléphants dans un vrai endroit appelé Tula Tula. Lawrence Anthony était un homme réel qui est mort le 2 mars 2012. Son livre, The Elephant Whisperer, est disponible partout où les livres sont vendus.
Si cette histoire vous a touché, si vous voulez en savoir plus sur Nana et Frankie et le lien incroyable qu'ils partageaient, je vous encourage à le lire. Vous pouvez également visiter Tula Tula. Cela existe toujours. Cela fonctionne toujours. Françoise est toujours là poursuivant le travail de Lawrence. Et si vous êtes très chanceux, si vous visitez au bon moment, vous pourriez voir les descendants de Nana marcher sur la même terre où elle a autrefois planifié son évasion. Ils sont libres maintenant. Ils sont en sécurité maintenant. Parce qu'un homme a refusé de les abandonner. Je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, si elle vous a fait ressentir quelque chose, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi ce que vous pensez en ce moment, parce que des histoires comme celle-ci doivent être partagées. Elles doivent se propager. Elles doivent rappeler au monde que les animaux comptent, que la connexion compte, que l'amour compte. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur les liens incroyables entre les humains et les animaux, alors abonnez-vous à Wild Heart Stories. J'ai tellement d'autres choses à vous raconter. Des histoires qui vous feront rire. Des histoires qui vous feront pleurer. Des histoires qui changeront la façon dont vous voyez le monde. Ce n'est que le début. Merci d'être ici. Merci d'avoir écouté. Avant de partir, je veux vous laisser avec une dernière image. Il est 2 heures du matin. La brousse africaine est sombre et silencieuse. Un homme est assis seul à côté d'une clôture électrique, sa voix rauque d'heures de conversation. De l'autre côté de cette clôture, 9 éléphants traumatisés se tiennent dans l'obscurité. Ils ont tout perdu. Leur famille, leur liberté, leur confiance dans le monde. Et cet homme ordinaire sans formation spéciale, il continue de parler. Il leur parle de ses rêves, de ses peurs, de la vie qu'il espère qu'ils auront. Il ne sait pas s'ils peuvent le comprendre. Il ne sait pas si tout cela compte. Mais il continue quand même. Parce qu'il croit que l'amour est plus fort que la peur, que la patience est plus forte que le traumatisme, que la connexion est possible même entre des espèces qui ont toutes les raisons de se méfier l'une de l'autre. Et un jour, après des semaines d'attente, une trompe passe à travers la clôture et touche son visage. C'est le moment. C'est l'étincelle. C'est le début de tout. Un homme et un éléphant choisissant la confiance plutôt que la peur, choisissant l'amour plutôt que la haine. Lawrence Anthony est parti maintenant. Mais ces éléphants se souviennent. Chaque année, il marche 12 heures à travers la brousse africaine pour se tenir devant sa maison. Il n'apporte pas de fleurs. Il ne prononce pas de mots. Ils se présentent simplement et se tiennent et se souviennent. C'est à cela que ressemble l'amour. C'est de cela que parle cette histoire. Et c'est pourquoi elle est importante. Merci d'avoir écouté. Je vous verrai dans la prochaine.